Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Amis internautes fidèles des ESAE TV, bonjour. Dimanche 15 juin 2025, nous sommes là, il est 8 h et c'est l'heure de l'invité. Nous recevons pour vous un invité spécial aujourd'hui parce qu'il ne sera pas question de politique. Il sera question de politique, mais pas de parti politique, parce que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est au centre de toutes les politiques, à moins que l'invité de ce matin me demande sur la question. Mais avant de démarrer, je voudrais envoyer mes salutations à ma consoeur, ma collègue qui fait cette émission habituellement avec moi, Nansine Fatoumbi, qui n'est pas aujourd'hui avec moi. Bonjour à toi et j'espère que tu vas très bien par la grâce de Dieu. Et juste après cela, je vais dire bonjour à mon invité du jour. Il s'appelle Foueda Paul. Il est spécialiste des questions liées à l'intelligence artificielle. Il est le directeur de communication de l'innovation des relations publiques à FRIM, le nouveau réseau social 100% béninois. Il est le directeur de développement de l'intelligence artificielle chez Brancom. Le voici ainsi présenté. Il est déjà là avec nous dans ce studio ce matin. Monsieur Foueda, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci et vous. J'espère que vous allez bien. Je bénis le nom du Seigneur. Nous avons dit que vous êtes spécialiste des questions liées à l'intelligence artificielle. C'est le mot qui est sur toutes les lèvres depuis quelque temps. Eh bien, qu'est-ce que c'est réellement l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on entend par cela? Alors déjà, merci déjà de l'invitation. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est l'ensemble des technologies capables de simuler les fonctions cognitives humaines, c'est-à-dire le raisonnement, la perception, le raisonnement, l'appréciation, le visuel et également la prise de décision. Donc c'est tout ensemble des technologies qui permettent en fait de simuler la réaction humaine à travers les machines learning. Est-ce qu'on peut confondre cela à une jonction d'application? Non, mais ça peut servir d'outil pour le déploiement ou encore pour le développement d'une application. L'intelligence artificielle, c'est comme si la machine allait réfléchir à la place de l'homme? Intelligence artificielle, c'est comme si la machine allait accompagner l'homme. C'est comme si la machine allait automatiser les travaux faits par l'homme. Eh bien, bon, la question, elle est évoquée aujourd'hui dans tous les domaines. Et puis, notre domaine n'échappe pas, le domaine de la presse. Et vous savez, on en parle tout le temps. Non, mais l'intelligence artificielle, quels peuvent en être les usages dans la presse? Déjà, aujourd'hui, merci déjà de cette question. L'intelligence artificielle aujourd'hui dans les domaines de la presse et tout, dans les domaines des médias, dans les domaines du journalisme et tout, relève quand même de la collaboration, de la compréhension et surtout de l'appropriation dans les habitudes quotidiennes parce que elle fait partie quand même de ces outils-là qui vont permettre aujourd'hui aux journalistes lambda de pouvoir quand même mieux exercer son métier et en plus de cela d'aller très vite dans l'exercice de son métier. L'intelligence aujourd'hui dans les presses peut permettre de faire la vérification de produits de contenu. Oui, nous allons revenir tout à l'heure sur tout ce que vous êtes en train de développer. Mais il y a quelques temps avant l'intelligence artificielle, on avait parlé des big data et tout. C'est quoi la différence entre les big data et l'intelligence artificielle? En fait, il n'y a pas de grande... La différence entre big data, c'est-à-dire big data, c'est de ressources pour le fonctionnement de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle fonctionne sur la base des données. C'est ça, données big data, beaucoup de données. Et ce sont ces données-là qui sont déployées au sein de la conception de l'intelligence afin de permettre à ce que l'intelligence artificielle puisse s'inspirer de ce qui existe déjà pour produire quelque chose de mieux.
Ok, oui, mais dans votre actualité, nous avons noté il y a quelques semaines seulement que vous êtes à l'origine d'une découverte, un réseau social 100% béninois qui a été lancé il y a juste quelques semaines, c'était en mars, je crois bien. Exactement. Je crois que c'est Frime le nom de Le Frime. Le Frime. C'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est? Frime, c'est un réseau social de futur aujourd'hui qui va permettre... Futur? Oui, du futur. Donc c'est pour nos enfants, c'est pas pour nous. Il faut dire que c'est déjà que vous êtes déjà vivant, vous en faites partie également. Donc Frime, c'est un réseau social du futur qui exprime la liberté du rythme. Et quand on parle en termes de liberté de rythme et tout, c'est-à-dire évoluer à son rythme aujourd'hui et permettre d'exprimer ce qu'on a exprimé sans forcément faire face à des censures, à des plagiats, bénéficier de ce qu'on crée, bénéficier de ce qu'on fait et surtout être aussi à la tendance de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde technologique. Donc Frime aujourd'hui, c'est un réseau qui vient répondre à beaucoup de besoins en termes des besoins d'audiovisuel, des besoins de l'écriture, des besoins humains plutôt, et puis également des besoins qui résultent en fait de l'innovation. Par exemple, si vous, par exemple, tout de suite, vous avez la possibilité de faire des messages vocaux, vous avez la possibilité par exemple, de créer des contenus vidéo, et également d'écrire également, de gagner, de bénéficier de ce que vous créez comme contenu également. Donc, vous avez aujourd'hui la possibilité avec Frime de bénéficier de ce que vous écrivez, de l'audio que vous envoyez et de la vidéo que vous êtes en train de faire. Vous avez parlé de vidéo, ça m'intéresse beaucoup parce qu'ici nous sommes à la télévision. C'est exactement ça. Je fonctionne avec les vidéos moi aussi. Oui, mais d'abord je veux comprendre davantage. Frime, ça s'écrit comment? Frime, ça veut dire quoi? Frime, c'est F-R-I-Y-M. Ok. Frime, F-R-I-Y-M. C'est cela, ça exprime la liberté du rythme. La liberté du rythme. Avoir la liberté d'aller à son rythme. Okay. C'est surtout cela, c'est ce que ça exprime. Avoir la liberté d'aller à son rythme. Tu n'es pas influencé, tu vas à ton propre rythme avec la liberté que tu as. C'est surtout cela. D'accord. Tout à l'heure, vous aviez abordé la question des vidéos. Et ça dit que Frime me permet de faire des montages vidéo comme je peux le faire sur n'importe quelle machine avec des applications qu'on connaît. Effectivement, aujourd'hui, Frime intègre des fonctionnalités qui vont permettre de faire des vidéos, d'éditer des contenus vidéo. Frime va permettre aujourd'hui même déjà de filmer et les vidéos avec une certaine qualité, et déjà de pré-production jusqu'à la production globale et tout. Frime permet aujourd'hui avec ces fonctionnalités intégrées et tout également de faire des vidéos, d'éditer, d'avoir encore une meilleure qualité en termes de production vidéo aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que c'est un réseau qu'il faut aller étudier pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Est-ce qu'il faut étudier? Parce que déjà, Frime aujourd'hui, c'est même quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école peut l'utiliser. Qui n'a jamais mis pied à l'école? Oui, là, ça devient encore plus intéressant. Plus intéressant. C'est-à-dire qu'il ne sait pas là où il y a un ou deux sur la touche du clavier du téléphone, il fait comment? Dans la mesure où déjà, quelqu'un qui a pu avoir accès à un smartphone et qui essaie déjà d'envoyer des messages vocaux sur WhatsApp peut utiliser Frime. Parce que nous avons la fonctionnalité vocale. La Frime permet aujourd'hui à quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école de s'entendre, de parler et puis de se faire entendre aussi parce qu'il y a déjà des traducteurs automatiques qui sont intégrés à Frime et qui permet également, même si vous parlez fond aujourd'hui, parlez le Kung, parlez le Bariba, Idacha, Bambara, Wolof et tout, vous avez la possibilité de vous faire comprendre, de vous faire entendre grâce à l'option vocale de Frime. Ok, ben, Frime offre beaucoup de possibilités. Mais vous savez, généralement, avec les réseaux sociaux, on a un souci. On est submergé, il y a tellement de messages, on ne sait pas quoi on fait. Finalement, on sélectionne ce qu'on peut écouter. Est-ce que Frime donne la possibilité de ne pas recevoir le même message 10 fois, 20 fois, 1000 fois dans la même journée parce que ça saoule cette histoire? Et c'est pour ça d'ailleurs même nous travaillons aujourd'hui quand même à rendre Frime encore plus unique aujourd'hui. Par exemple, vous avez la possibilité, lorsque vous allez sur Frime aujourd'hui, il n'y a pas de plagiat qui n'existe, il n'y a pas du harcèlement qui existe sur Frime et c'est vous qui acceptez de répondre à la personne en retour. La personne qui vous envoie un message et tout, si vous n'acceptez pas de répondre à cette personne-là, il n'y aura pas de possibilité qu'ils envoient le second message. Donc, il faut avoir accepté le premier message avant pour qu'un autre message ne vienne. Ne Donc, si quelqu'un écrit, vous ne répondez pas, il est bloqué. Il est bloqué. Là. Donc, vous avez la possibilité de savoir comment diriger votre messagerie de telle sorte que vous ne soyez pas harcelé par quelqu'un. Donc, avec Frime, vous avez la possibilité, c'est-à-dire, lorsque la personne envoie le premier message, vous décidez ou non de la recevabilité de ce message-là.
Et est-ce que avec Frime, nous sommes à l'abri de ce risque, sinon de cette menace que nous avons, parce qu'on a l'impression que avec tout ce qu'on a comme matériel aujourd'hui, même quand vous êtes dans un trou, on sait exactement où vous êtes, on peut même savoir ce que vous faites, on peut même avoir des images de vous, même quand vous dormez. C'est surtout pour ça aujourd'hui, lorsque je vous l'expliquais tantôt, vous avez la possibilité aujourd'hui de refuser à ce que nous ayons accès à votre géolocalisation. Par exemple, lorsque dès la première inscription, dès la phase inscriptive déjà, vous pouvez refuser à ce qu'on ait accès le pays dans lequel vous vous situez et tout. Lorsque vous avez accès à l'interface automatiquement, ça vous demande est-ce que vous voulez qu'on ait accès à vous ou bien qu'on vous situe ou non par rapport à votre géolocation. C'est à vous de refuser ou non. Donc cela veut dire déjà, nous partageons la peine des utilisateurs. Nous sommes déjà de les protéger à notre manière pour qu'il n'y ait pas de l'abus dans l'utilisation de Frime ou encore dans l'utilisation que pourra faire d'autres structures, d'autres institutions également. Donc nous essayons déjà de protéger au maximum nos utilisateurs afin qu'il n'y ait pas de contre-valeur ou encore d'autocensure ou encore tout ce qui pourrait les endommager par rapport à l'utilisation de Frime aujourd'hui. Oui, ben, bon, il m'est déjà arrivé d'avoir essayé d'utiliser un réseau social alors que je suis allé en dehors du Bénin. C'était difficile pour moi parce que c'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui voulait utiliser mon compte. C'était très compliqué et finalement j'ai dû me débrouiller avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on a toujours cette sécurité avec Frime? Déjà avec Frime, la possibilité vous avez, lorsque vous, par exemple, monsieur Kitome, c'est bien cela. Oui, c'est ça. Vous créez un compte aujourd'hui à votre nom. Oui. Personne d'autre ne pourra plus créer un autre compte en votre nom. Okay. Donc vous avez la possibilité d'avoir un unique compte. Donc c'est pourquoi parfois quand les gens veulent s'inscrire sur Frime, par exemple, on leur demande, vous êtes sûr du nom que vous êtes en train de porter là. Ça peut être changé par vous-même qui aviez créé un compte en ce nom dans le temps. Personne d'autre ne pourra le faire. Ok. À moins que vous contactez l'équipe support Frime et tout avec des preuves, là on pourra vraiment passer à la modification pour vous, si en son temps vous vous en voulez. Et donc cela veut dire aujourd'hui, quand vous créez, je suppose, je suis Paul Kweda, quand je crée un compte en mon nom, aujourd'hui, personne ne pourra créer ça. Sur Frime. Donc oui. Vous avez qu'on appelle l'unique accessibilité de Frime par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez faire. Toujours par rapport à Frime, hein, c'est un réseau social 100% béninois. Comment il est 100% béninois? Il est 100% béninois parce que c'est fait au Bénin, c'est construit, ce sont des jeunes béninois, des talents béninois qui travaillent sur le réseau social. Il n'y a pas de main d'œuvre extérieure, tout est fait au Bénin, tout est développé au Bénin. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est bon? Est-ce que la qualité est bonne? Est-ce que ça peut rivaliser avec les autres réseaux sociaux dont nous sommes déjà friands? Il faut dire aujourd'hui que Frime déjà est une technologie de 2060. Là où il y a, bon, entre griffes et tout, TikTok est une technologie de 2030 et tout. Nous avons des émissaires. Nous essayons quand même de faire des comparaisons externes et tout, de voir tout ce que nous déployons en termes de technologie, en termes de données et en termes même de la créativité, même au niveau de l'interface et tout, l'ergonomique et tout ça. Il faut dire quand même que ça, c'est le premier réseau social africain qui répond aux standards internationaux en termes de conception et de déploiement d'un réseau social aujourd'hui. Et donc, on peut dire fièrement que Frime, non seulement c'est le Bénin qui porte, mais c'est toute l'Afrique qui porte aujourd'hui Frime. Mais Frime, ça fait bientôt 3 mois, que ça existe. Il y a déjà combien d'abonnés? Il faut dire, déjà, dès les 2 premiers mois, nous avons fait un record de plus de 100 000 utilisateurs. Nous allons déjà à plus de 200 000 utilisateurs aujourd'hui. Et Frime est disponible dans plus de 170 pays déjà. Ok. Ben, moi, j'ai un reproche personnel que je fais à certains réseaux sociaux parce que j'ai l'impression que ces réseaux sociaux facilitent la promotion de la prostitution en Afrique. On a vu tellement de conneries. Et puis, alors que les mêmes réseaux sociaux, sous d'autres cieux, sont utilisés pour l'éducation, pour les conseils et tout. Est-ce que nous sommes à l'abri de ce risque avec Frime? Bien sûr, nous sommes à l'abri de ce genre de choses. Donc, ce n'est pas pour montrer les fesses et les seins? Non, déjà, comme je vous l'ai dit, tant que l'utilisateur a la liberté d'exprimer tout son talent, tant que cela n'enfreint pas les valeurs de Frime. Okay. Parce que Frime a aussi des valeurs. Oui. Et au-delà de ça, aujourd'hui, nous avons la possibilité de telle sorte que, quand on voit, par exemple, je prends l'exemple de portefeuille magique qui salissait beaucoup le nom du Bénin à l'étranger. Aujourd'hui, automatiquement, si vous êtes un utilisateur, vous avez créé un compte sur Frime et tout, et puis vous mettez un contenu allant dans ce sens-là, vous êtes automatiquement supprimé par les algorithmes et bloqué automatiquement. Votre compte est automatiquement sauté parce que nous supposons que ça ne fait pas parler des valeurs de Frime et tout, de promouvoir les portefeuilles magiques et qu'il n'y a pas de richesse sans sacrifice. Tout est processus.
Ok, vous êtes spécialiste de M. Paul Houda, hein, des questions liées à l'intelligence artificielle. C'est exactement ça. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup d'inquiétudes avec l'intelligence artificielle. J'ai même des craintes parce que j'ai l'impression que, quand je vois l'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'on a créé un manchin pour empêcher l'homme de réfléchir. On a mis quelque chose en place pour que l'homme, en fait, ait tout à sa portée sans effort. Et moi, pour moi, c'est une crainte. Et ma crainte est encore plus profonde quand je pense à l'Africain que nous sommes, qui avons un retard à rattraper par rapport à d'autres nations. Mais on met ça à notre portée et tout de suite, on est tous portés vers cela. Est-ce que ça ne va pas endiguer notre développement? Développement humain. Écoutez, comme je tente toutes les fois que j'ai la possibilité de dire, l'intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas une concurrence. C'est plutôt un allié de taille avec lequel il faut travailler. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous avez la possibilité avec l'intelligence artificielle d'aller très vite sur des projets donnés et qui va vous permettre en même temps d'être productif et de mieux contrôler ce que vous êtes en train de faire. Donc cela veut dire quoi? Ce n'est pas forcément de la menace. Ma perception de la chose, c'est de voir l'intelligence artificielle aujourd'hui comme un allié avec qui on peut collaborer facilement et obtenir ce que l'on veut. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui existe, qui n'existe pas et qui a été intégré à l'intelligence artificielle. C'est l'expérience humaine. Et c'est sur cette base-là aujourd'hui l'intelligence artificielle est conçue. C'est pourquoi on parle de Big Data. Parce qu'il y avait des ressources qui étaient déjà disponibles. Et c'est de ces ressources-là qu'on a conçu l'intelligence artificielle. Donc ces ressources sont intégrées à l'intelligence artificielle pour permettre à l'homme d'aller très vite sur un projet donné, d'aller très vite sur un sujet donné, de traiter quelque chose, et surtout dans les presses aujourd'hui, dans les médias. L'IA aide énormément à produire du contenu, à faire même des vérifications, à faire la veille digitale. Donc, nous allons venir à tout ça. On va en parler. Ce n'est pas vraiment de la menace, c'est un allié de taille, c'est ce que je pense. Et je pense qu'on ne doit pas voir ça en menace et tout, si on veut vraiment se rendre moderne et si aussi on veut travailler comme les autres et aller de l'avant. Oui, mais nous avons parlé de Big Data. Mais vous savez, la plupart des données ne sont pas d'origine africaine. Parce que nous n'avons pas eu cette culture, nous, de stocker les choses. Même si vous allez aujourd'hui dans nos universités, vous cherchez les thèses des gens qui ont fait il y a à peine 40 ans, vous ne les avez pas. Les gens qui sont nés 50 ans après, on ne retrouve plus leurs dates de naissance, plus rien. Nous n'avons pas eu une politique d'archivage. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui que les données utilisées par l'intelligence artificielle sont exogènes? Non, dans la mesure où déjà les États africains travaillent assez déjà. Lui a même abordé cette question aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans une certaine mesure où déjà la digitalisation qui est globale aujourd'hui. Et le Bénin fait partie des pays quand même très développés dans ce sens-là. Aujourd'hui, tout est en train d'être digitalisé. Et je pense qu'on peut avoir encore de l'espoir à ce que l'archivage qui passe par la digitalisation va se faire. Et que nous puissions aussi travailler avec les données qui sont les données africaines. Donc, c'est ce que je pense dans ce sens-là. Et en même temps, il faut dire que tout est question de l'adaptabilité qu'on puisse observer au niveau de nos gouvernants aujourd'hui. Donc, il est question aujourd'hui à nos gouvernants de comprendre davantage l'enjeu qu'est l'intelligence artificielle et surtout la prochaine guerre qui est une guerre numérique. Et donc, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire pour que déjà l'archivage qui passe par la numérisation des données et tout puisse se faire pour que ces données soient au service aujourd'hui pour le développement de nouvelles intelligences artificielles déjà même qui est développé même au niveau de Frame aujourd'hui. Donc je pense déjà que c'est une bonne chose. Le Bénin fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là pour aujourd'hui quand même rendre encore compétitif le pays à l'échelle mondiale. Ok, vous l'avez dit, hein, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes, mais mes craintes ne sont pas encore toutes dissipées. J'ai appris, hein, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a déjà une station radio dans le monde qui fonctionne presque à 100% grâce à l'intelligence artificielle. Et moi, si je prends juste cette donnée, si même ce n'était pas à 100%, si l'intelligence artificielle peut faire beaucoup de choses, ça veut dire qu'on pourrait se passer peut-être du régisseur, on pourrait se passer du technicien, on pourrait se passer de beaucoup de gens. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas le risque en fait, que le chômage prenne plus d'ampleur? Il n'y a pas de... Tout dépend de comment le technicien, le régisseur, veut se mettre en avant et surtout à jour.
Parce que déjà, il faut dire qu'on ne peut jamais se passer de l'intelligence humaine. Jamais, jamais. Quoi qu'en soit ce qui va se passer, comment le monde va se développer, parce que clairement, c'est sur la base de l'intelligence humaine que l'intelligence artificielle a été conçue. Et donc, on ne peut jamais se passer de l'intelligence humaine dans une certaine mesure où, s'il y aura des dérapages, c'est l'intelligence humaine qui va être là pour régler, pour réguler et pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, c'est cela. Donc, il n'y a pas vraiment question à ce qu'il y ait de chômage, aujourd'hui, les gens puissent perdre leur emploi. Tant bien que la personne qui a un emploi aujourd'hui doit se mettre à jour par rapport à l'utilisation doit prendre l'intelligence artificielle aujourd'hui comme un allié et aussi se mettre à jour dans son secteur d'activité pour que lorsque le patron qui voudra se passer de lui va penser automatiquement ou encore va comprendre que mon technicien, mon régisseur est à jour dans son domaine et que je ne peux pas me passer de lui parce que déjà lui-même, ça va l'aider dans son travail au quotidien. Ok, bon, je comprends mieux. Mais nous avons observé des images. Vous savez, depuis un moment, il y a même des formations sur les deepfakes, en tout cas, fake news, plein de coups, l'intorse. Il y a beaucoup de nouveaux mots qui sont nés. Et par rapport auquel on est en train de former les gens et tout. Et tout ça, je crois bien que c'est le fruit de l'intelligence artificielle. C'est bien cela. Et je pense, récemment, on a vu des photos de grands chefs d'État du monde qui ont été détournés. On en a fait ce qu'on veut. Et plus proche de nous, on a vu certains artistes africains de renom qui ont fait des titres et on a estimé, des titres qui ont fait l'apologie du président Patrice Talon. Et après, avec certaines émissions, on s'est aperçu qu'en fait, c'était des créations de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça, ce n'est pas à craindre? Surtout que nous, en 2026, nous irons bientôt aux élections. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, on ne peut pas nous faire avaler des couleuvres? Et déjà, il faut dire aux gouvernants, c'est leur rôle aujourd'hui quand même, parce que l'intelligence artificielle prend de l'ampleur. C'est leur rôle de réguler le secteur, tout en votant des lois, en promulguant des lois qui vont permettre à ce qu'il y ait quand même de la modération. De la modération dans les contenus. Et déjà, moi, ce que je pense pas qu'il y ait quand même de crainte à avoir à ce sujet-là, dans la mesure où il faut former, il faut sensibiliser, il faut informer. Et aujourd'hui, on peut aussi faire assister dans ce sens-là, apporter de l'expertise, de l'expérience pour que, même dans l'organisation des élections, informer la population, éduquer la population sur cette nouvelle technologie, sur cette nouvelle invention qui prend de plus en plus de l'ampleur pour que quelqu'un qui a banni Quora, a banni Kani, puisse quand même comprendre que quand je vois telle chose et tout, ce n'est pas forcément un être humain qui est en train de faire ça, c'est peut-être une machine derrière un algorithme et tout qui essaie de manipuler afin de faire dire à la personne ce que la personne n'a pas dit. Donc, tout part de la formation, de l'information et surtout de la sensibilisation. Et il faut quand même que les États déploient des moyens pour davantage informer, éduquer les populations à l'existence de l'intelligence artificielle aujourd'hui pour quand même déjà réparer très tôt les torts que l'IA pourrait éventuellement causer. Oui, mais je crois qu'il y a la question de la régulation. C'est cela. Comment réguler la presse aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? Il y a presque 10 ans en arrière, j'avais déjà fait des travaux et je m'inquiétais sur la régulation des médias en ligne. Mais aujourd'hui, et puis je n'ai pas l'impression que le Bénin a déjà eu vraiment les moyens de réguler véritablement les médias en ligne. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons à l'intelligence artificielle. Est-ce que la même question ne se pose pas avec plus d'acuité? Déjà, avec le ministère du tutelle, ce qui se fait déjà, c'est déjà un grand effort. Des informations sont organisées à l'endroit des hommes de médias, des hommes de presse, comme ce qui s'est passé la fois de nos ministères. Oui, mais je crois bien. Exactement pour la journée mondiale de la liberté de presse. En différé. En différé, exactement. Et puis, il faut dire également qu'il y a aujourd'hui quand même l'autorité régulatrice qui est là, la HAC aujourd'hui, qui essaie quand même de faire quelque chose déjà pour faire enregistrer les médias en ligne, les médias web et tout, et qui déjà fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Je pense qu'il y a une volonté. Il y a une volonté quand même de réguler le secteur déjà, et je pense déjà avec les nouvelles méthodologies qu'ils vont essayer disons qu'ils vont essayer d'avancer.
on va pouvoir déjà avoir la possibilité de réguler le secteur avec la volonté de nos États. Parce que je ne suis qu'un particulier et donc je reste disponible quand même pour apporter mon expertise. Si il y a éventuellement des préoccupations dans ce sens-là, on va réfléchir et trouver des mesures idoines, drastiques, pour quand même déjà réguler le secteur, pour qu'il n'y ait pas du plagiat, qu'il n'y ait pas de la standardisation des contenus, surtout ça, parce que lorsque vous imaginez que s'il y a un média qui a produit un contenu et pas l'IA, et que d'autres médias veulent aussi produire le même contenu, mais différent, ça va se retrouver à avoir peut-être des champs sémantiques différents, mais même contenu, avec les mêmes, comment je vais dire, les mêmes en fait, les mêmes idéologies derrière. Donc il faudrait vraiment qu'on arrive déjà à pouvoir séparer la standardisation, à pouvoir permettre à ce qu'il n'y ait pas de la standardisation du plagiat, et également permettre à ce que l'IA soit utilisée dans de très bonnes conditions avec les compréhensions et les informations nécessaires pour permettre à ce qu'il n'y ait pas vraiment de dérapage journalistique, même dans l'exercice du fonction de journaliste, de la fonction de journaliste. Oui, vous êtes spécialiste des questions liées à l'IA, hein, et l'IA n'est pas que liées à la presse. Et quelles sont les autres menaces liées à l'utilisation de l'IA qu'on peut évoquer? Déjà, en termes de menaces aujourd'hui, il faut dire qu'il y en a de pléthore. Il y en a de pléthore. La plus grande menace aujourd'hui, c'est de ne pas vouloir s'adapter, de fuir la réalité. C'est la plus grande menace que la personne peut représenter pour elle-même en question. Donc, comme je l'ai dit au départ, l'IA n'est pas une menace, c'est un allié. Et donc, il faudrait que la personne aujourd'hui, le citoyen qui est dans le secteur... Un allié peut devenir une menace. Exactement. C'est surtout cela. Donc, il faudrait maintenant que la personne commence par s'habituer à l'utilisation de l'IA pour ne pas se retrouver après à ce qu'il soit démodé dans sa propre fonction, dans son propre travail. Donc, il faudrait quelqu'un qui se veut aujourd'hui futuriste et tout, il faudrait quand même de se rallier avec les nouvelles technologies, essayer de les comprendre et d'être accompagné dans ce sens-là. Et c'est ce que je pense qu'on peut faire. Sinon, en son sein, l'IA, elle n'est pas, elle, en son sein, la menace. C'est la personne qui ne veut pas s'adapter à la réalité. Ou celui qui décide de l'utiliser de manière mauvaise intention. C'est surtout donc c'est là qu'il y a des menaces. Donc il faut difficilement contrôlable. Là. Exactement. Ok, ben je pense que tout n'est pas négatif avec l'IA. Il y a forcément des points positifs. C'est cela. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord par rapport à la presse, tout ce qu'il y a de positif qu'on peut tirer de l'intelligence artificielle? Déjà aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, par rapport à la presse et tout, aujourd'hui on peut créer du contenu, on peut automatiser un contenu, on peut faire la veille digitale, la vérification des faits. On peut aussi également contrôler tout ce qui est fait aujourd'hui directement avec l'IA, avec différents IA aujourd'hui qui existent déjà, qui permettent déjà de faire tout ceci. On peut même faire la veille digitale quand il y a un contenu qui est lancé, qui a même de tendances algorithmiques et tout, avec les informations et tout. Avec l'IA aujourd'hui, on peut pouvoir tracer tout ça et savoir d'où viennent ces informations, comment il faut contrôler et comment il faut traiter l'information. Même grâce à l'IA, on peut donner aujourd'hui une orientation à une information. Donc, il y a tellement de positivité. Donc, on peut manipuler l'information avec l'IA. Pas de la manipulation, mais de l'orientation à ce qu'il y ait de plus d'intérêt porté au contenu qui est fait. Donc, je ne parlais pas en termes de manipulation parce que la manipulation va exister quand la mauvaise intention est derrière. Donc, la personne qui a d'orienter son information, la ligne du traitement de l'information qui est mise en jeu, cette personne n'a pas forcément la mauvaise intention. Donc, du fait de sa bonne intention, déjà, il peut déjà faire quelque chose, elle peut faire quelque chose qui va quand même résulter de ce qui est positif pour l'IA. Ben, ce qui est positif pour l'IA, mais vous savez, récemment, dans un pays voisin, il y a eu des prix pour les littéraires. On a pu détecter qu'il y a des livres qui ont été entièrement conçus par l'IA. Et ça, c'est une menace. Comment on peut se prévenir de ce genre de menaces, que ce soit dans la presse ou pas, dans l'économie? Je peux dire quand même qu'en même temps qu'il y a l'IA pour produire de contenu, il y a en même temps de l'IA pour détecter de contenu l'IA, et il y a en même temps de l'IA pour faire à ce qu'on ne détecte pas le contenu qu'il soit de l'IA. Peut-être qu'ils n'ont pas été très malins dans l'usage de l'IA et donc ils ont fait des copies-coller. Et ce qui a été dommage pour eux. Sinon, il y a des possibilités aujourd'hui quand même que l'intelligence artificielle puisse accompagner l'intelligence humaine sans forcément qu'il y ait totalement de plagiat, sans forcément qu'il y ait de copies-coller, que les gens l'utilisent de manière intelligente. Par exemple, j'imagine que vous voulez par exemple écrire un document ou encore un livre et tout. L'IA peut vous permettre d'avoir la structure de votre document, mais le développement, le contenu, c'est vous qui développez ça.
Ah oui? Possible. Mais j'ai vu quelqu'un écrire 2 livres en 2 mois, mais c'est quelqu'un qui tentait d'écrire un livre depuis 10 ans. 10 ans. Mais avec l'IA, en 2 mois, il en a écrit 2. Cela veut dire quoi? On a la possibilité aujourd'hui de faire de telle sorte que... Mais vous avez dit quelque chose qui m'a fait peur. Vous avez dit qu'on peut utiliser l'IA et il y a encore des appels. L'IA vous permet de tout faire pour qu'on ne sache pas que c'est l'IA qui l'a produit. Je veux mieux comprendre cela. C'est-à-dire qu'il y a même un garde-fou pour protéger le voleur. Exactement. Bon, on ne peut pas dire en ces termes-là, mais quand même, en même temps... Pour moi, c'est un voleur. Quelqu'un qui ne sait pas écrire, mais qui devient écrivain tout de suite. C'est un vrai voleur, c'est un tricheur. Mais en même temps, il faut dire, peut-être qu'il sait utiliser mieux les technologies de son temps pour aller de l'avant. Oui, mais comment l'IA protège? Je veux comprendre. L'IA protège dans la mesure où... Sachant le contenu, ça fait quoi? L'IA protège dans la mesure où... ça met des pare-feux? Non. Si vous voulez aller très très vite et que vous avez la possibilité, vous avez déjà le bagage qu'il faut, sortir une structure de votre livre et tout, ce n'est pas mauvais en son sein. J'imagine si vous avez en temps... Et si l'IA vous sortait tout le contenu alors? L'IA, vous sortirez le contenu standard. Oui. Qui ne répondait pas à certaines spécificités données. Okay. Donc cela veut dire quoi? C'est à vous de choisir ce que vous produisez avec l'IA et ce que vous tirez de l'IA. Donc, la dépendance ou encore l'intérêt revient à vous de faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de l'abus dans l'utilisation de l'IA lorsque vous voulez utiliser l'IA pour produire un contenu donné. Et c'est surtout pour ça que je dis aujourd'hui, la menace même en question dont on parle aujourd'hui, c'est l'être humain. Ce n'est même pas de question. L'IA, c'est une intelligence artificielle. Ce sont des big data qui ont été utilisés pour concevoir de l'IA. Et donc, ces big data viennent d'où? De l'homme, de l'intérieur humain. Ça veut dire, hein, si je veux aujourd'hui, oui, je peux créer du contenu avec l'IA qui vont montrer que dans telle partie de l'Afrique, il n'y a rien de bon. Et dans telle partie de l'Afrique, il y a une nouvelle maladie. En fait, tout ce qui peut créer la panique, faire fuir les gens ou même créer la guerre. C'est de là que je parle de la sensibilisation. Qu'il faut sensibiliser les gens, qu'il faut éduquer. Donc, il faut éduquer ceux qui ont créé l'IA, pas nous d'abord. Parce que généralement, en fait, nos conflits là sont importés. Le problème, c'est quoi? C'est la guerre aujourd'hui est plus numérique aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et comme je l'ai dit au départ, il faut nécessairement que nos États... D'abord, il faut qu'on se mette à niveau. Parce que si on ne connaît pas la technologie, on va tous se faire enculer. Non seulement se mettre à niveau aujourd'hui, il faut se mettre à jour l'éducation numérique. Ça suppose quoi? Qu'on enseigne déjà l'informatique à l'école primaire? À l'école primaire et tout, qu'on initie déjà des enfants à l'outil informatique. À part de l'outil informatique déjà, même les b.a.-ba de l'Internet, les b.a.-ba du numérique, même de l'IA, ça fait partie des notions de cours qu'on va donner aux enfants. Pour que les gens puissent savoir déjà telle chose, ça ne se passe pas comme ça, voilà comment on l'utilise et tout. Voilà. Il faut mettre en avant les biens de l'IA. Est-ce que vous êtes en mesure de faire des propositions pour que cela puisse devenir réalité? Pourquoi pas? Il y a des pédagogies avec de nouvelles approches qu'on peut proposer aux gouvernants africains afin qu'ils puissent introduire cela dans l'éducation nationale des pays respectifs et tout pour davantage initier nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, le pourcentage qu'on voit aujourd'hui, les enfants la jeunesse est plus grande qu'une certaine génération donnée dans la balance. Donc cela veut dire quoi? L'orientation doit être beaucoup plus focus vers cette génération-là qui est curieuse de comprendre les choses, d'apprendre les choses. Donc il faut investir dans l'éducation numérique afin que les enfants, les jeunes aujourd'hui puissent davantage utiliser l'IA de manière consciente et surtout à bon escient. Ok, ben, le temps est parti à cette émission, hein, elle est pratiquement arrivée à son thème, mais nous allons chuter sur cette question-ci. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques avantages tangibles de l'utilisation de l'IA dans la presse? Quelques avantages tangibles de l'utilisation de l'IA dans la presse et tout. L'IA permet de faire la veille de l'information. L'IA permet de produire l'information. L'IA permet aujourd'hui de vérifier l'information. L'IA permet aujourd'hui de contrecarrer aussi de l'intorse. L'IA permet aujourd'hui quand même de faire la veille, de suivre une tendance donnée afin de produire des contenus mieux à la presse, aux médias, même à la télévision aujourd'hui. Même l'IA permet aujourd'hui d'aller chercher des sources là où on n'a pas la possibilité peut-être de prendre un vol, d'aller et tout. Aujourd'hui, on a la possibilité de tout ça grâce à l'IA automatisée et surtout tout ce qui est contenu automatisé aujourd'hui. Donc, il y a tellement d'avantages pour un journaliste d'utiliser l'IA parce que dans la suite de sa fonction aujourd'hui, et même pour des enquêtes, on peut se faire assister par l'IA pour faire des enquêtes aujourd'hui et même pour simuler parfois des enquêtes données. Donc, il y a beaucoup d'avantages que je ne saurais citer tout, mais je pense quand même qu'il y a énormément à faire aujourd'hui en se ralliant et surtout
en comprenant l'IA et qu'on arrive à s'éduquer, à s'informer, surtout à faire entrer dans nos habitudes quotidiennes l'utilisation, tout en voyant le côté positif et surtout comme un allié. D'accord, on aurait compris, hein, Monsieur Paul Houida. Je vous rappelle que vous êtes spécialiste des questions liées à l'intelligence artificielle, que vous êtes le directeur de la communication, de l'innovation et des relations publiques de Free, le nouveau réseau social 100% béninois qui a déjà sur Google Store et Play Store, qui a déjà 200 000 abonnés, je veux dire, 200 000 utilisateurs, et que vous êtes également le directeur du développement de l'intelligence artificielle chez Brancom. Vous êtes passé sur notre plateau ce matin et vous nous avez fait comprendre que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui est né, qui utilise les données pour accompagner, assister l'homme dans tout ce qu'il peut faire. Et que l'IA est un outil utile à l'homme, que l'IA est une opportunité plutôt qu'une menace. Et que tout ce qu'il y a à faire, c'est de sensibiliser les gens, former les gens à savoir utiliser les nouvelles données, à savoir faire recours à l'IA pour créer et avancer, aller beaucoup plus vite. Vous nous avez dit que dans la presse, il y a beaucoup d'utilisation de l'IA qui peut nous permettre d'être beaucoup plus efficaces. Et que ces avantages sont beaucoup, n'ont rien à voir avec les menaces, parce qu'il y en a tellement que les menaces, c'est l'homme. C'est l'utilisation que l'homme en fait qui crée la menace. Et qu'on peut faire toute une position à l'aide de l'IA en sachant y mettre le sentiment humain là où il faut. On peut avoir le cadrage, enfin le plan, et maintenant savoir meubler tout ce qu'il faut et ne pas rester dans le standard. Parce que quand on le fait pleinement, c'est le standard et là on peut se faire tout de suite attraper. Donc quand on sait utiliser l'IA, on peut faire beaucoup de choses avec l'IA sans se faire attraper. Et aujourd'hui, vous avez dit qu'il est important que nous commencions déjà à initier nos jeunes enfants à l'informatique, à l'utilisation de l'Internet et tout ça pour qu'ils puissent rapidement s'adapter parce que la vraie question, c'est l'adaptation. Et la guerre aujourd'hui, ce n'est plus avec les armes, mais les numériques. En ces termes, je résume vos propos de ce matin. C'est exactement ça, M. Kitome. Et il faut dire quand même que nous avons l'intérêt aujourd'hui à nous adapter à la réalité du jour. Moi, je vais m'adapter. Je viendrai à votre école si vous m'acceptez. Il n'y a pas de souci. Et j'apprendrai de vous. Vous êtes la bienvenue. D'accord. Merci. Merci infiniment. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir apporté toutes ces informations utiles à nous et à tout notre public. Je dis un grand merci à Chabel Canefort qui est derrière la caméra. Je dis merci à Ulrich Amegan-Poué. Je dis merci à Romao, M. Romao Reims, qui est le réalisateur du jour. Je dis merci à toute l'équipe qui est derrière. Je dis surtout un grand merci à nos amis, je l'ai dit, à nos amis les couturiers, l'association des créateurs de mode du Bénin, qui nous ont fait une amitié ce matin. Même s'ils ne sont pas passés sur ce plateau, ils ont fait une grande amitié ce matin parce qu'ils sont intéressés par les questions liées à l'intelligence artificielle. Et le plus grand merci, c'est pour vous, vous les internautes qui nous avez suivis. Merci pour votre fidélité. À très bientôt pour le meilleur. Bon dimanche à vous.